France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Des clés pour comprendre le Moyen-Orient. Comment la diplomatie s'est-elle noyée dans le pétrole des monarchies du Golfe? Et qu'est-ce que le Hezbollah, aux origines d'une organisation armée? Et qui sont les Kurdes, un peuple prisonnier des frontières des autres? Des épisodes à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et pour commencer, comment expliquer la relation privilégiée qui lie les États-Unis et Israël? Le 29 novembre 1947 est adoptée la résolution 181 des Nations Unies sur la partition de la Palestine. Elle est adoptée par un vote, 33 voix pour, dont les États-Unis et l'URSS, 13 contre, 10 abstentions. Iran? No. Iraq? No. Poland? Yes. Syria? No. Turkey? No. Ukraine? Yes. Soviet Union? Yes. The United States? Yes. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Nous étions donc le 29 novembre 1947 avec l'adoption de la partition de la Palestine par les Nations Unies. Maya Kandel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis, chercheuse associée à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et David Elkaïm, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Dites-nous, j'ai besoin de saisir ici pour réfléchir à la notion qui lie les États-Unis et Israël avant la naissance de l'État d'Israël, et là nous sommes bien après la Seconde Guerre mondiale. Avant cette Seconde Guerre mondiale, existait-il des liens privilégiés entre les États-Unis et le peuple juif ? Alors, il faut déjà se remettre dans le contexte que avant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne sont pas encore une puissance proche-orientale. À cette époque, la région qui deviendra évidemment la Palestine mandataire, comme son nom l'indique, elle est sous mandat, mais le mandat a été donné à l'Empire britannique. Donc les États-Unis à ce moment-là ne sont pas particulièrement présents, d'autant que les découvertes des champs pétrolifères arrivent plutôt dans les années 20 et 30. Oui, ça c'est déjà des choses à prendre en compte, c'est-à-dire ne pas plaquer notre représentation sur ce premier XXe siècle. Maya Kandel, parce que bien souvent nous associons l'idée de peuple élu, les États-Unis qui se vivent comme un peuple élu, avec le peuple juif qui lui-même se sent élu. Il n'y a pas un risque ici de surinterprétation sur le temps long de l'histoire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit apparaître assez tôt ? Je crois que c'est important de rappeler quand même, parce que cette relation États-Unis-Israël, elle est vraiment particulière à beaucoup de niveaux, parce qu'elle s'appuie justement non seulement sur des réalités géopolitiques, des analyses géostratégiques qui évoluent bien sûr avec le temps, mais il y a quand même une dimension culturelle et religieuse, et ces deux dimensions sont très anciennes. Et donc, il y a cette idée, effectivement, des textes fondateurs, avant même la fondation des États-Unis, qui est un texte extrêmement connu de tous les Américains, qui a été rappelé ensuite tout au long de l'histoire américaine par Reagan notamment. Mais donc, c'est ce texte d'un pasteur au XVIIe siècle, John Winthrop, qui parle qui en fait fait référence à la Bible, mais qui parle déjà des Américains, qui sont pas encore qui sont encore les pionniers, les colons à l'époque, comme un peuple élu. Donc il y a cette mythologie qui est déjà là. C'est un texte sur la cité sur la colline, qui sera rappelé plus tard. Et puis ensuite, alors plus proche, mais encore avant même d'ailleurs l'invention du sionisme juif, on a ce développement d'un sionisme chrétien qui est vraiment une spécificité américaine, c'est une spécificité de la transposition du protestantisme aux États-Unis, quelque chose qui se développe au XIXe siècle, alors qui est appelé dispensationalisme ou prémillénarisme. Mais enfin, c'est cette idée qu'on va retrouver après dans des best-sellers vraiment extrêmement importants dans les années 80-90. Donc, cette idée que Israël, le retour des Juifs en Palestine et la création d'Israël, c'est un prélude au retour du Christ et au jugement dernier. Voilà. Alors, mais c'est quelque chose qui devient important sur les dernières décennies, mais qui est très présent aux États-Unis dans les prêches, dans les différents réveils religieux qu'on a tout au long de l'histoire américaine, et qui sera particulièrement important à partir des années 60 et 70. Avec le sionisme qui vient d'être évoqué, c'est un phénomène du 19e siècle qui évidemment se poursuit durant tout le 20e siècle. David Elkaïm, là aussi, ce sont des phénomènes
complexe parce que quand nous apprenons ici l'histoire du sionisme, nous sommes plus dans un monde européen, le Royaume-Uni qui interfère, la déclaration Balfour au moment de la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ne semblent pas être partie prenante de cette histoire-là. Pourtant, moi je viens de l'entendre avec Maya Kandel, ils le sont déjà. Alors absolument, et pour reprendre ce que disait Maya, le personnage qui est intéressant, c'est le personnage du président Wilson, qui, j'allais dire, incarne en lui, par sa personnalité même, les deux aspects. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très croyant, qui a une vision, sans exagérer, presque littérale de la Bible. Donc, et en plus, il est nourri des récits de voyages qui se sont faits à l'époque, au début du 19e siècle, où là, la plupart des gens qui vont dans ce qui est encore la Palestine ottomane, j'allais dire, rejoue tous les moments de la Bible avec les murailles de Jéricho, toute cette géographie religieuse. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que lui, Wilson, c'est bien sûr le père des 14 points. Et dans les 14 points, il y a le droit à l'autodétermination. Alors c'est un principe qui sera appliqué de façon très très variable, et on le verra peut-être avec la question des Kurdes qui sera traitée ultérieurement. Mais lui, dans cette perspective-là, le sionisme originel, donc de la fin du 19e siècle, qui au départ est pas spécialement religieux, d'ailleurs, hein, même un peu qui s'oppose un peu à la religion, le sionisme, il est perçu, il est assimilé au mouvement de type d'émancipation nationale du peuple juif qui rentre dans le cadre du droit à l'émancipation. Intéressant ça, d'entendre l'idée de pèlerinage, on peut dire ça. C'est vrai que pour les chrétiens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, quand ils lisent la Bible, eh bien, au moment d'aller sur ces territoires, on repère des lieux que l'on a entendus à l'église, qu'on a lus dans le texte. Pas de Palestiniens, par contre. Dans l'histoire telle que là, vous la racontez, je vois bien qu'il n'y a pas de Palestiniens. C'est absolument ça, c'est-à-dire que donc la première fois que les États-Unis ont à se prononcer sur cette question géopolitique de la Palestine, c'est au moment de la déclaration Balfour que vous avez mentionnée, qui est prise par le gouvernement anglais et les Anglais, l'Empire britannique, demandent aux États-Unis de le soutenir. Et là, ce qui explique le soutien, c'est ce que je décrivais sur cet aspect-là, mais c'est aussi parce que à l'intérieur de l'administration américaine, auprès du président Wilson, il y a des gens qui sont proches du milieu sioniste, et par ailleurs, dès cette époque-là, la communauté juive américaine, elle est, même si numériquement elle est assez faible à l'échelle du pays, elle est très organisée. Elle a des relais d'influence dans beaucoup de cercles. Et en fait, il se trouve, et ça, c'est quelque chose qui se développera tout au long du XXe siècle, elle est implantée souvent dans des États charnières, dans des swing states. Donc, le poids électoral de la communauté juive américaine, il est très nettement supérieur à sa réalité démographique. Et c'est ça qui explique que le président Wilson va soutenir la déclaration Balfour. Je précise qu'il y a bien évidemment, au cours du XXe siècle, un groupe de pression ou un lobby au sens américain des États arabes et des puissances pétrolières qui va se structurer, mais il part avec un énorme temps de retard en fait aux États-Unis, parce que là aussi la communauté arabe aux États-Unis, elle est d'implantation plus tardive et bien moins structurée. Voilà, parce que nous évoquons ici ces liens que l'on pourrait évoquer comme presque religieux, spirituels, idéologiques. Et puis, Maya Kandel, il y a la présence d'une communauté juive aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi souvent pour expliquer les positionnements des États-Unis, se dire il y a beaucoup de juifs et donc à partir de là, ils ont une influence sur le pouvoir. Quel regard historique on peut porter sur ce sujet-là ? Non, je crois que David le rappelait très bien. C'est effectivement une communauté qui, à ce moment-là, dans la première partie du XXe siècle, est implantée dans des États, dans les grandes villes, à New York, bien sûr, mais aussi dans d'autres grandes villes du Nord-Est, et une communauté qui est organisée et qui, à partir de la déclaration de Balfour et dans les années 20 et 30, va cibler dans son organisation donc de lobbying au sens américain du terme, va cibler le Congrès. Et donc là, il y a un choix qui va se confirmer tout au long des décennies suivantes, mais qui est important d'abord parce que les années 20 et 30, historiquement, le poids du Congrès et son influence sur la politique étrangère des États-Unis, c'est quelque chose qui a beaucoup varié dans l'histoire, mais à ce moment-là, dans les années 20 et 30, déjà, il est assez significatif. C'est plutôt des années, notamment les années 30, de repli d'un certain isolationnisme américain. Et le Congrès vote des initiatives importantes à cette époque. Donc on a déjà ce soutien par le Congrès qui se construit, et qui se construit dès ce moment-là, et qui va à un moment devenir quasi structurel. Là encore,
il faut toujours relativiser parce que en termes même en fait ce lobbying va fonctionner aussi grâce à des alliances et dans un contexte géopolitique qu'on ne peut pas ignorer à partir de la guerre froide. Oui, parce que vraiment ici, le regard historique est très important pour saisir combien la relation entre les États-Unis et Israël est une construction. Ça évolue dans le temps. C'est pas la même chose au 19e siècle entre les États-Unis et le peuple juif. Ce peuple juif, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Europe ou qu'il soit déjà sur ces territoires, en Palestine, la Palestine mandataire d'ailleurs. Comment ça se construit ici l'État d'Israël avant Israël, au sens où le sionisme fait venir dans un territoire qu'est la Palestine, de plus en plus de population. Il y a ici un regard porté par les États-Unis sur les combats menés par les Juifs pour s'installer en Palestine. Alors cette question là aussi, elle est coincée entre les principes et la réalité géopolitique. La première grosse vague d'immigration sioniste dans ce qui est alors la Palestine, c'est à partir des années 1880, ce qui correspond à une résurgence des pogroms en Europe de l'Est. Donc c'est un des premiers gros mouvements de migration de Juifs d'Europe de l'Est vers la Palestine. À ce moment-là, c'est pas un sujet aux États-Unis. À partir de la Première Guerre mondiale, de la fin de la Première Guerre mondiale, et justement de l'accélération de ce mouvement et de la structuration de quelque chose qui va devenir en fait ce qu'on appelle la triple guerre, c'est-à-dire la guerre entre la puissance mandataire, les populations arabes et les populations juives, et par ailleurs la population juive organisée dans le Yishuv qui se dote d'une armée et tout ça, contre la population arabe, cette guerre mutuelle. Ça se structure dans les années 20, et avec dans les années 30, la montée, l'arrivée au pouvoir d'Hitler évidemment, là le principal enjeu pour les États-Unis, c'est de détourner les flux de réfugiés potentiels. Il n'y a pas une très très forte appétence pour un afflux de réfugiés de Juifs d'Europe de l'Est aux États-Unis. Donc quelque part, le projet sioniste, en accueillant ou en proposant d'accueillir une partie des Juifs qui veulent fuir les persécutions, c'est quelque chose qui peut servir les intérêts américains et pas que d'ailleurs. C'est aussi valable pour les autres pays. C'est moins le cas évidemment pour la Grande-Bretagne parce que ça lui pose d'autres problèmes. Maya Condell. Oui, c'est extrêmement important cet aspect aussi parce que la grande vague d'immigration juive d'Europe de l'Est aux États-Unis, elle est sur les dernières décennies du 19e siècle, début 20e, mais ensuite, dans les années 20, le Congrès vote les lois des quotas qui vont bloquer en fait l'immigration. Et ces lois d'ailleurs, ça correspond à un moment nativiste aux États-Unis qui se développe au début du XXe siècle, mais c'est dirigé notamment, pas seulement, il y a aussi les Irlandais, mais c'est dirigé notamment contre cet afflux d'immigrés juifs aux États-Unis. Et donc à partir de 23-24, ces lois des quotas, l'immigration des Juifs d'Europe de l'Est est beaucoup plus compliquée. Et effectivement, ce sera notamment un facteur 20 ans plus tard, au moment de la création de l'État d'Israël, où il y a cette idée, il y a les grandes affaires après la guerre, il y a évidemment la préoccupation, la conscience de la Shoah, etc. Mais il y a aussi cette question que d'avoir un État pour les accueillir, ça permet aussi d'éviter cette pression migratoire sur les États-Unis. Avec cette population juive qui s'installe en Palestine, vous nous avez dit, David El-Kaïm, qu'il y avait déjà des forces armées juives dans ces moments. Et il faut le rappeler, 1929, c'est un moment de forte violence. On le sait bien, il y a des combats. Donc une armée juive, parce que bien souvent, l'installation d'une population juive en Palestine, on dit la déclaration Balfour 1917, et puis après, on fait un saut dans le temps, et puis nous arrivons à la création d'Israël. Mais entre les deux, il s'est passé des choses. Cette armée juive est présente. Alors, l'énorme réussite du mouvement sioniste, c'est qu'il a pas attendu 1948 pour se structurer en institution pré-étatique. Et c'est précisément parce qu'il était extrêmement bien structuré que, au moment de la fin du mandat britannique en 1947, il y avait une forme d'évidence dans l'existence de cet État. Il y avait ce qu'on appelle le Yishuv, c'est la communauté au sens large, et elle était dotée de services publics, d'un espèce de proto-gouvernement, de services de bus, de services d'école, de choses comme ça, et également d'une armée qui s'appelle la Haganah. Qui a été à la base formée à partir des unités juives qui avaient combattu dans les rangs de l'armée britannique contre les Turcs à l'époque. Donc il y avait déjà cet embryon-là, donc déjà il y avait une expérience des combats, et en plus il y avait,
des premières solidarités, des premières sympathies qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de la Palestine entre la Haganah et certains membres de l'armée mandataire en fait. Et la Haganah considérée comme une organisation terroriste aussi par ses procédés, des attentats, des assassinats. Absolument. La Haganah que nous retrouvons dans le film, le roman Exodus et le film Exodus au moment de réfléchir à l'installation des Juifs en Palestine. Nous menons la vie dure à nos invités anglais. Aussi les dirigeants intellectuels de la Haganah, après de longues conférences et bien des débats, en sont arrivés à une décision. Je crois que toutes ces bombes et ces assassinats nous nuisent auprès des Nations Unies. L'an dernier, nous étions respectés par tout le monde. Et à présent, les journaux ne parlent de nous qu'en rapportant des actes de violence. C'est arrivé déjà maintes fois dans l'histoire. Et je ne connais pas une nation, que ce soit de nos jours ou dans le passé, qui n'ait été enfantée dans la violence. Ce sont les sages-femmes qui mettent des pays jeunes et sains au monde. Les compromissions de la Haganah ne peuvent donner que des morts-nés. Mais avant d'avoir une nation, il faut avoir un peuple. Et c'est notre œuvre d'avoir amené des dizaines de milliers d'hommes et de femmes dans ce pays, malgré la flotte britannique qui bloquait la côte. Une population. La population que nous avons créée, voilà le meilleur argument en faveur de l'indépendance. Car comment attendre une décision juste des Nations Unies si l'on passe sa vie à tout faire sauter comme des anarchistes? Tu as prononcé les mots « décision juste ». Puis-je te dire une chose maintenant? Premièrement, la justice en elle-même est une abstraction qui manque complètement de réalité. Deuxièmement, se servir des mots justice et juif dans le même souffle est d'une logique absurde. Troisièmement, on peut argumenter de la justice des droits arabes en Palestine autant que l'on peut argumenter de la justice des droits juifs. Quatrièmement, nul n'oserait dire que les Juifs n'ont pas eu plus que leur part d'injustice au cours de ces 10 dernières années. Et je peux dire, cinquièmement, laissons la prochaine injustice agir contre d'autres pour changer. Exodus, c'est le roman de Léon Uris en 1958 et le film que nous venons d'entendre d'Otto Preminger en 1960. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec Exodus, bien sûr, nous avons un moment de cette longue histoire marqué, vous nous l'avez rappelé, Maya Kandel, mais c'est comme une évidence par la Shoah. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale transforme la relation entre les États-Unis et ce qui n'existe pas encore? Israël, il faut attendre pour que le pays soit créé, mais en tout cas, le peuple juif. Oui, absolument. C'est une guerre qui est fondamentale dans l'histoire contemporaine des États-Unis et la découverte de la Shoah, des camps de concentration, qui sont à ce moment-là beaucoup relayés, évidemment, dans les informations, dans des films, etc. Ça, c'est ce qui permet de définir cette guerre comme l'archétype de la guerre où les États-Unis sont dans le camp du bien contre le camp du mal. Et c'est une référence historique qui revient dans tous les débats jusqu'à la période récente, dans tous les débats sur des questions d'intervention militaire, etc. On le voit très bien. Moi, j'avais travaillé sur les débats sur l'intervention en Bosnie. Le référent, c'est toujours la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc. Donc, on a cet élément qui pèse évidemment et qui va peser dans la décision de Truman et la réaction du Congrès à ce moment-là. Ce travail que vous aviez réalisé, Maya Kandel, c'est Mourir pour Sarajevo avec un point d'interrogation. Les États-Unis et l'éclatement de la Yougoslavie, 1945, 46, 47. C'est un moment où il y a toute une réflexion ici qui se met en place. David El-Kaïm, on ne peut pas résumer tout cela sans prendre en compte cette chronologie qui est beaucoup plus fine, bien sûr, mais enfin, ça met plusieurs années. Quand on le dit aujourd'hui, ça va tellement vite. On dit 1947, sauf que oui, voilà, depuis la fin de la guerre, 2 ans sont passés, 2 ans de réflexion. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ce que disait Maya, c'est que en fait, il y a un immense sentiment de culpabilité à l'intérieur de la société américaine de ne pas avoir ou vu ou empêcher le génocide. Et un personnage que je trouve intéressant qui l'incarne, c'est Jan Karski, que tout le monde connaît, donc qui était un résistant polonais, qui est parti aux États-Unis pour expliquer la réalité des camps. Il a même eu des entretiens à très haut niveau avec le président Roosevelt, si je dis pas de bêtises. Il a évidemment rencontré la communauté, les représentants de la communauté juive américaine, dont des juges à la Cour suprême, et même les juifs, certains juifs qu'il a rencontrés à cette époque-là, lui disaient, en fait, ne le croyez pas. Lui disait non, mais n'exagérez pas, ça peut pas être si horrible que ça. Donc, au moment où la réalité des camps est découverte, ce sentiment de très très forte culpabilité, il est même très très présent dans la communauté juive elle-même, parce que on l'a peut-être pas rappelé, mais il faut pas penser qu'avant 48, disons,
l'ensemble des communautés juives du monde sont sionistes. Elles sont partagées. Il y a pas mal de gens dans les communautés juives du monde qui disent mais non, nous ce qu'on veut c'est s'intégrer dans nos pays, on veut pas être accusé de double allégeance et tout ça. Et ce qui emporte un petit peu l'adhésion, qui n'est pas non plus unanime et totale, mais qui j'allais dire, transforme la cautionniste en combat, notamment de la communauté juive américaine, c'est ça, c'est cette culpabilité de ne pas avoir cru et de ne pas avoir pu empêcher l'ampleur du génocide, en fait. Et donc, en 1947, au mois de novembre, est votée cette résolution 181 des Nations Unies sur la partition de la Palestine. Donc là, les États-Unis votent oui, parce que c'est comme l'URSS. Il y a une majorité, évidemment, très nette de votes pour, 33, 13 contre et 10 abstentions. Les États-Unis, ici, quand ils votent cette partition, c'est dans ce que vous nous expliquez l'un et l'autre. C'est-à-dire, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale et il faut trouver... Alors, un pays, c'est pas encore le cas, 1947, au moment où les États-Unis votent la partition. C'est un endroit où ils peuvent s'installer ou c'est déjà l'idée d'un pays ? Alors, en 1947, il y a déjà une réalité du terrain qui est très claire. Le mythe d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre, quand on a dit qu'il n'a jamais été autre chose qu'un mythe, bien sûr, là... personne n'y croyait et il y a encore moins question d'y croire à ce moment-là. Donc c'est évident qu'au moment où l'Empire britannique rend son mandat, la question de ce que va devenir la Palestine se pose. Et au départ, à l'intérieur de l'administration américaine, la position dominante, notamment du département d'État, c'est pas le vote en faveur de la résolution ni en faveur du plan de partage, en fait, parce que premièrement, il y a encore des responsables qui pensent que c'est un État qui risque de ne pas survivre à la guerre qui paraît inévitable avec les États arabes. Et surtout, ça arrive quelques années après la signature du pacte du Quincy avec l'Arabie Saoudite, qui symbolise, pour le coup, l'arrivée définitive des États-Unis dans la région. Premièrement, pour sécuriser les approvisionnements en pétrole, et deuxièmement, pour éviter, l'influence soviétique dans la région. Donc, c'est à ce moment-là que Truman... il y a aussi des problématiques de politique intérieure. C'est lui qui, contre une bonne partie de son administration, décide de soutenir la création de l'État d'Israël. Le pacte du Quincy, c'est du nom de ce navire de guerre où c'est le président Roosevelt encore qui rencontre le chef de l'État de l'Arabie Saoudite, et c'est ce lien qui se crée entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Maria Kandel, là aussi, réfléchir à la relation entre les États-Unis et Israël ne vaut que si il y a la prise en compte des relations entre les États-Unis et les autres pays autour. Pour le dire autrement, les États-Unis sont très conscients aussi de l'intérêt stratégique d'Israël et donc des autres pays. C'est tout un équilibre. Ce n'est pas une évidence, cette relation privilégiée. Ah non, pas du tout. Et même, je dirais qu'au début, dans ces années-là, la priorité, c'est vraiment le pétrole. Et la guerre froide naissante, et cette naissance va s'accélérer et s'entériner. Et Israël n'est évidemment pas du tout vu comme un atout stratégique, puisqu'il n'existe pas encore. Là, c'est plutôt vraiment dans la décision de Truman. David rappelait, effectivement, il prend cette décision contre l'avis de son département d'État, du Pentagone, qui n'est pas non plus très, très, très favorable. Mais bon, il la prend. Il y a aussi quand même un contexte électoral qu'il ne faut pas surinterpréter, mais qui est quand même important. En 48, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Je crois que dans la décision de Truman, il y a avant tout c'est une décision qu'il prend seul. C'est vraiment quelque chose sur lequel tous les historiens insistent, même si il a des conseillers qui peuvent l'influencer. Mais il y a cette dimension humanitaire, cette dimension morale, surtout qui vient d'être rappelé. Toutes les contradictions en fait de cette relation, parce qu'au départ dans les premières décennies sous Eisenhower encore, c'est presque une contradiction de la politique américaine au Moyen-Orient, au Proche-Orient, Israël en fait. C'est parce que cette priorité, c'est le pétrole, l'endiguement le containment, donc contenir l'expansion de l'Union soviétique ou des pays amis de l'Union soviétique. Et donc Israël, là-dedans, est plutôt quelque chose qui n'aide pas, justement, un handicap stratégique à ce moment-là. Et pour compléter, j'allais dire que même de l'autre côté, le choix
du rapprochement avec les États-Unis, du côté sioniste, il n'est pas nécessairement évident au début. Parce que, évidemment, le sionisme originel, on l'a un petit peu oublié aujourd'hui, mais le sionisme originel, c'est, pour le dire de façon assez simple, c'est un mouvement de gauche, qui est incarné par le kibbutz, c'est tous des gens d'Europe de l'Est, voilà, très très marqué par le socialisme d'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, Israël de 48 au milieu des années 70 ne sera gouverné que par des travaillistes. Donc le choix de se tourner vers l'Ouest plutôt que vers l'Est, il se fait assez rapidement, il se fait à la charnière des années 40 et 50, mais il n'est pas évident au départ. Donc c'est même de l'autre côté, il n'y a pas une évidence. C'est toute la problématique, et d'ailleurs elle est saisissante de se dire qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas évident que les États-Unis soutiennent Israël, il n'est pas évident non plus que la communauté juive, ou en tout cas les sionistes installés en Palestine, se tournent vers les États-Unis. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. Comment réagir aux États-Unis ? Au-dessus de l'affaire moyen-orientale, de la reconnaissance par la France de l'État d'Israël, de la Grande-Bretagne, car la Grande-Bretagne ne saurait rester en arrière et ne pas reconnaître le gouvernement d'Israël, nous avons évidemment l'initiative américaine. Nous sommes en présence d'un plan Truman pour le Moyen-Orient. Ce plan Truman, mon Dieu, c'est d'abord la reconnaissance non plus de fait, mais de droit de l'État d'Israël par Washington, la reconnaissance à titre de compensation, oserais-je dire, de la Transjordanie, et par ailleurs, l'appui économique de Washington à l'État d'Israël, sous la forme d'un emprunt de 100 millions de dollars, dont on peut dire d'ailleurs que ce n'est qu'une première étape, et que, tandis que la Grande-Bretagne joue sa partie, son jeu personnel sur le plan stratégique, dans les États qui ceinturent l'État d'Israël, l'Amérique reste fidèle à sa notion d'abord économique, avant d'être politique, de sa conception du Moyen-Orient, les États-Unis, qui appuieront Israël sous l'angle économique, tandis que nous aurons d'autre part, sous l'angle stratégique, la Grande-Bretagne appuyant un État ou une fédération d'États qui resterait à former. Pierre Artigue, en 1949, qui commente le plan Truman pour le Moyen-Orient. Nous sommes ici, et c'est d'ailleurs toujours saisissant avec ces archives, d'analystes qui regardent. Alors nous connaissons la suite des événements, donc bien sûr, c'est facile de savoir ce qui a fonctionné ou ne pas fonctionné, mais à ce moment-là, on est vraiment dans une construction. Au moment où Israël proclame son indépendance de la part des États-Unis, l'idée de reconnaître Israël, c'est déjà une première étape, et ça va très très vite, hein. C'est quasiment aussitôt d'ailleurs. Absolument, je crois que c'est quasiment dans l'heure qui suit. Et ce qui est intéressant par rapport pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, l'URSS fait de même très rapidement parce qu'ils se disent il y a peut-être encore une chance de faire basculer le mouvement sioniste de notre côté, quoi. Et comme c'est rappelé dans l'archive, au départ l'aide américaine tout au long des années 50, elle est essentiellement économique parce que du point de vue de Eisenhower, ce qu'il faut faire, c'est limiter la course aux armements dans la région. Donc, en fait, la coopération militaire d'Israël dans les années 50, le partenaire privilégié, c'est la France, en fait. C'est pas les États-Unis. Et puis dans cette histoire-là, c'est vrai que la guerre froide, qui ça y est, et là, Yakandel, on en parlait tout à l'heure, maintenant c'est l'enjeu aussi principal. Oui, absolument. Eisenhower, en plus, c'est un général, hein, c'est pas quelqu'un qui a le parcours politique qu'avait Truman ou qu'aura Kennedy ensuite. Et donc lui, il est vraiment dans une pure logique guerre froide. Bon, il est un peu occupé au début avec la guerre de Corée aussi, mais il y a vraiment cette idée que il faut faire attention à ce que les pays arabes ne basculent pas tous dans l'orbite soviétique, et donc le soutien à Israël est vu comme quelque chose de compliqué qui pourrait entraîner ça. Et donc là, et bien sûr, la date clé sous Eisenhower, c'est 56, c'est Suez, puisque déjà c'est aussi une date importante pour nous, hein, pour Français et Anglais, mais qui arrive en plus, c'est amusant parce que c'est pas la seule fois. Arrive quelques jours, juste avant l'élection présidentielle de novembre 56 aux États-Unis. Donc c'est toujours des moments. Ça explique peut-être la rage avec laquelle, ou en tout cas la fermeté avec laquelle Eisenhower réagit, puisqu'il met un coup d'arrêt à cette initiative franco-britannico-israélienne. Mais ce qui est intéressant, en fait, si on regarde un peu après, c'est que finalement cette décision d'Eisenhower de ne pas soutenir Israël
ne va pas avoir les effets escomptés de ramener davantage de pays d'Arabes dans l'escarcelle des États-Unis. Et donc finalement, on peut voir aussi la présidence Kennedy ensuite comme un constat de cet échec d'Eisenhower qui fait que finalement, il peut y avoir ensuite un rapprochement plus ouvert avec Israël. En 1956, la France, le Royaume-Uni, avec le soutien d'Israël, s'oppose à la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte, par Nasser. C'est fascinant de voir ici comment les États-Unis, à ce moment-là, s'opposent à Israël. Donc, comment le saisir ? Parce que c'est vrai que les conséquences sur la suite, vous venez de le dire, Maria Candel, sont très très importantes. À ce moment-là, c'est quoi ? C'est l'idée que nous sommes en 1956, qu'il n'est pas possible que des puissances encore coloniales s'inscrivent dans une histoire de l'Égypte qui, en plus pour le canal de Suez, est une histoire internationale. Alors c'est exactement ça, c'est que à ce moment-là, les États-Unis sont encore une puissance qui se proclame comme la première puissance décolonisée quelque part. Eux, ils ont réussi à s'émanciper de la tutelle britannique. Bon, évidemment, ça date un petit peu, c'est au XVIIIe siècle, mais ils ont tendance à soutenir les mouvements anticoloniaux. Le problème, c'est que après des débuts un petit peu hésitants, Nasser finalement choisit plutôt de s'aligner avec le camp soviétique. Donc il y a un petit hiatus là-dessus. En 56, sans que ce soit totalement établi, il n'est pas certain que l'objectif n'était pas de faire un petit peu comme ça a été fait en Iran avec le renversement de Mossadegh, en fait. L'idée, c'était peut-être potentiellement de mettre un leader à la place de Nasser, plus sympathique par rapport aux intérêts occidentaux. Et c'est là que, justement, Eisenhower met quand même le haut là, parce qu'il y avait aussi toute cette problématique d'essayer de créer une espèce d'OTAN du Proche-Orient, qui est le pacte de Bagdad, en fait. Et en fait, pour rejoindre ce que disait Maya, c'est compliqué pour les États-Unis d'avoir un pacte de Bagdad performant et soutenir Israël en même temps. Et à ce moment-là, commence déjà le débat. Alors, c'est pas encore, au-dessus du seuil de visibilité politique, mais dans l'establishment américain, il y a la question de savoir si, en fait, Israël, est-ce que c'est un asset stratégique, comme on dit en anglais, donc un asset, ça doit être un atout en français, ou a liability, donc un désavantage, je sais pas comment on pourrait dire ça, ou un poids stratégique. Est-ce que l'alliance avec Israël, est-ce que c'est un poids ou est-ce que c'est un atout ? Et ça, c'est ce débat-là, il va évidemment structurer la pensée stratégique des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parlera peut-être à la fin de l'émission, mais il revient de façon, éclatante et troublante. Le pacte de Bagdad, c'est vrai que c'est 1955, donc juste avant la crise de Suez en 1956, avec l'idée d'une organisation du Moyen-Orient. Les États-Unis en font partie. Et la crise de 1956 a bien montré ce que vous nous expliquez, Maria Candel, que les pays arabes ne s'associent pas de manière évidente aux États-Unis, puisque les États-Unis se seraient opposés à Israël. Ça change la politique du président Kennedy, ou en tout cas, cela se reflète dans la politique du président Kennedy. Comment le perçoit-on, cela ? Alors, d'abord, Kennedy, il faut rappeler, donc il a été, avant de devenir président, il a été sénateur du Massachusetts, donc il est déjà sensibilisé au poids aussi, à une dimension électorale, disons qu'on avait beaucoup moins chez Eisenhower, qui réfléchissait vraiment davantage sur ce point en termes géopolitiques. Et puis, je crois aussi que Kennedy fait le constat d'échec de cette politique d'Eisenhower, qui n'a pas donné tous les résultats escomptés au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Et il y a un sujet quand même en tout cas, Kennedy va, pour la première fois, valider des livraisons d'armes à Israël, alors que c'est vrai que jusqu'ici, on était dans une aide économique, mais il y avait toujours, je crois d'ailleurs, l'embargo sur les armes qui avait été décidé par les États-Unis en 47-48. Donc à ce niveau-là, on a cette vraie évolution sous Kennedy, et puis aussi quand même un président qui est beaucoup plus sensible à la question d'Israël, à l'existence d'Israël, aux menaces qui pèsent sur l'État d'Israël que ne l'était Eisenhower. Et dès lors débute une relation spéciale. Les États-Unis, a déclaré le président, entretiennent avec Israël au Moyen-Orient une relation spéciale, qui n'est vraiment comparable qu'à celle qu'ils ont avec la Grande-Bretagne sur un large éventail de questions internationales.
Mais pour que nous puissions jouer correctement le rôle qui nous incombe, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'identifier Israël ou certains autres pays comme nos amis exclusifs, en nous en tenant à la ligne des alliés proches et intimes, car c'est ainsi que nous considérons Israël bien qu'il ne soit pas un allié officiel, et en laissant les autres pays de côté. Si nous nous retirions du Moyen-Orient arabe et ne maintenions nos liens qu'avec Israël, cela ne serait pas dans l'intérêt d'Israël. Pour agir efficacement dans notre propre intérêt et aider Israël, a poursuivi le président, nous devons maintenir notre position au Moyen-Orient en général. Nos intérêts sont mieux servis s'il existe un groupe de pays souverains associés à l'Occident. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Raphaël Alloum qui nous lisait ici la transcription d'un entretien entre le président des États-Unis, Kennedy, et celle qui était alors ministre israélienne des Affaires étrangères, Golda Meir. Nous étions le 27 décembre 1962. Donc c'est ici cette relation spéciale qui se met en place. Ce type de document est un document secret. Je le dis parce que nous diffusons des archives qui sont des archives d'actualité que tout le monde peut entendre. Là, on l'entend bien avec cette lecture de Raphaël Alloum. C'est un document secret. Mais en tout cas, ça marque la politique désormais des États-Unis. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Golda Meir, quelque part, elle incarne, elle représente un de ces personnages israéliens qui ont fait le succès de la cause israélienne aux États-Unis. Elle, dans les années 1910 et 1920, si je dis pas de bêtises, elle était aux États-Unis, donc elle parle parfaitement anglais. C'est une femme, ce qui est quand même, dans le paysage de l'époque, ça donne un sentiment de modernité à l'État d'Israël, comparé évidemment à ses voisins. Et c'est à partir des années 50 et 60 que, j'allais dire, l'image d'Israël comme David contre Goliath ou du pionnier israélien qui travaille la terre le matin dans le kibbutz et défend son pays l'après-midi, avec un parallèle qui pose plein de questions, mais un parallèle avec les westerns en fait. C'est un peu ça. Il y a cette espèce de transposition. C'est là aussi que se construit l'idée que Israël est la seule démocratie du Proche-Orient, ce qui factuellement est assez vrai. C'est un régime libéral où il y a l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, même si c'est là aussi c'est à relativiser parce que dans les États arabes c'est encore un petit peu différent, mais c'est à ce moment-là que j'allais dire ce qui était un mariage un peu de raison au début commence à devenir une forme de mariage d'amour, parce que les sociétés israéliennes et américaines commencent à s'interconnecter. Il y a beaucoup d'échanges économiques, culturels, politiques, des visites dans les réciproques, et il y a des binationaux aussi. Il y a beaucoup de binationaux. Donc ça fait j'allais dire ça recoupe au niveau sociétal un rapprochement plus politique et diplomatique en fait. Il y a quelques minutes, pendant que nous parlions, nous étions en 1947 et vous nous disiez ce n'était pas évident à ce moment-là que les États-Unis soutiennent la communauté juive et Israël. Ce n'était pas évident qu'Israël se tourne vers les États-Unis. Nous sommes désormais dans les années 1960. Ce n'est plus du tout la même situation. J'entends bien que ça y est, la bascule a lieu, d'autant qu'il y a des guerres. 1967, c'est la guerre des 6 jours. Israël attaqué et Israël répond, montre d'ailleurs sa puissance armée. Maya Kandel, vous avez bien évoqué ici l'importance de la livraison d'armes. L'aide économique, c'est une chose, la livraison d'armes, c'en est une autre. Les livraisons d'armes commencent donc au début des années 1960 et elles se poursuivent au moment des guerres. Oui, absolument. Et puis là, je crois que la guerre de 1967, c'est vraiment peut-être le moment de rupture, ou en tout cas si on prend cette fois le prisme géopolitique. Et pour revenir à ce que disait David tout à l'heure, est-ce que c'est un atout, est-ce que c'est un handicap stratégique ? 1967 prouve en quelque sorte la valeur stratégique d'Israël, et ça c'est extrêmement important aux États-Unis, d'autant plus que les États-Unis à ce moment-là commencent à être englués au Vietnam quand même, et donc il y a cette idée que la lutte contre le communisme est toujours une bataille globale, mais ça serait bien si on pouvait s'appuyer, ne pas envoyer les boys, les soldats américains combattre partout, et s'appuyer sur des pays capables stratégiquement pour endiguer le communisme dans différentes régions. Et évidemment, à ce moment-là, cette guerre de 67 est vraiment celle qui va cimenter cette image d'Israël comme un État fort, autonome stratégiquement, à qui on peut livrer des armes parce qu'il ne va pas demander des soldats, un engagement de soldats américains. David Elkaïm, c'est un petit peu l'allié évoqué tout à l'heure. Ça y est, les États-Unis ont trouvé leur allié au Proche-Orient et de manière plus large au Moyen-Orient.
Absolument, comme le disait Maya, la bascule se fait à ce moment-là. Ce qui le rend possible aussi, c'est que côté français, on a commencé à se désengager assez nettement. Le moment un peu charnière, c'est la fin de la guerre d'Algérie, parce que en fait, une des causes du soutien de la France à Israël, c'était que Nasser était perçu comme un soutien au FLN. Donc, il fallait soutenir l'ennemi de Nasser, si j'ose dire. Voilà, donc c'est ça. Mais avec la fin de la guerre d'Algérie, cette problématique disparaît et par ailleurs c'est le début de la politique arabe de la France qui a pour objectif de sécuriser les approvisionnements en hydrocarbures, et là un soutien aussi massif à Israël perd de son sens en fait dans cette perspective là, et un autre élément aussi qui fait que Israël est définitivement perçu comme un asset stratégique, c'est que ils ont démontré leur capacité à apporter énormément de renseignements, et notamment de renseignements militaires par rapport au matériel soviétique, parce que ils sont très très bien, ils ont un très bon réseau d'espions ou de renseignements dans les pays arabes. Et il a pu arriver qu'ils aient accès à des documents qu'ils ont après transmis. Le rapport Khrouchtchev, par exemple, de ce conseil, il a possiblement été d'abord fuité via Israël. Ils ont aussi récupéré carrément des avions soviétiques qui étaient en Syrie. Donc ça aussi, ils ont aussi démontré leur capacité à générer du renseignement qui était extrêmement utile pour continuer cette guerre froide contre l'Union soviétique. Et le Moyen-Orient n'étant pas ce qu'il est aujourd'hui, dans ces années 1960, les États-Unis donc peuvent s'appuyer désormais donc sur Israël, on l'a bien entendu, sur l'Arabie Saoudite aussi, parce que ça c'est le pacte du Quincy qui date depuis longtemps désormais, et puis l'Iran également n'est pas l'Iran d'aujourd'hui, c'est l'Iran du Shah d'Iran. Les États-Unis sont très présents au Moyen-Orient à ce moment-là, avec des alliés. Ils sont toujours très présents aujourd'hui avec moins d'alliés. Mais c'est un peu ça, c'est une composition en fait du monde dans le cadre de la guerre froide où le Moyen-Orient, ils n'ont pas à s'en occuper au sens où il y aura toujours des soutiens. La guerre, c'est le Vietnam. Oui, voilà, absolument. Et puis, alors, la doctrine, donc il y a cette doctrine Nixon des deux piliers, les Twin Pillars, qui sont l'Arabie Saoudite et l'Iran au Moyen-Orient. C'est des pays amis. Après, je pense que le Pentagone n'a pas d'illusion sur les capacités stratégiques des Saoudiens. Et puis, l'Iran, évidemment, c'est extrêmement important, mais c'est d'ailleurs ce qui va, encore une fois, faire évoluer la position américaine sur la fin de la décennie suivante. Avec, dans cette histoire-là, des questionnements économiques, bien sûr, mais toujours, en fait, on le sait bien. 1973, la guerre du Kippour. Il y a une semaine, tout permettait de penser que la détente n'était qu'une illusion. Le jeu des alliances faisait des deux grands les principaux fournisseurs d'armes des belligérants. De cette course-poursuite, on pouvait craindre le pire. Les États-Unis et l'URSS ont tiré la sonnette d'alarme avant que ce processus d'escalade n'atteigne le point de non-retour. Henry Kissinger, sur la demande de Moscou, s'est donc rendu samedi soir en URSS. Des 24 heures de négociations entre Léonid Brejnev et le secrétaire d'État américain, il est ressorti deux choses. Un accord pour un cessez-le-feu immédiat et un désir évident des deux superpuissances de ne pas sacrifier la détente à une guerre que ni l'un ni l'autre ne souhaitait, même si l'Union soviétique a une attitude pour le moins paradoxale. Il reste maintenant à savoir si ce cessez-le-feu sera respecté. Mais surtout, on peut se demander si l'Union soviétique et les États-Unis auront assez de poids pour faire respecter la fameuse résolution 242. Les Israéliens l'ont toujours refusée. À cela, deux raisons. D'abord, l'ambiguïté du texte. Évacuation de ou des territoires occupés, la version anglaise reste imprécise sur ce sujet. Enfin, les Israéliens ont toujours voulu, avant de se retirer des territoires, que des frontières sûres leur soient reconnues. Pour les Arabes, au contraire, la résolution est très claire. Les Israéliens doivent évacuer tous les territoires occupés. Le cessez-le-feu intervient donc après 16 jours de guerre, sans que le principal point d'interrogation soit résolu. La guerre du Kippour évoquée ici en décembre 1973 avec l'évocation de la résolution 242 des Nations Unies qui concerne les territoires occupés depuis la guerre des 6 jours en 1967. Cette question-là aussi, c'est une question qui nous permet d'aborder un peuple, les Palestiniens, parce que tout à l'heure, on l'a bien dit, dans une lecture ancienne qu'il pouvait y avoir presque biblique de la Palestine, c'est vrai que vu des États-Unis, on voyait
des temples, des sites, des évocations de l'Antiquité, pas de Palestiniens. Désormais, les Palestiniens, ils sont là. Il y a des camps de réfugiés, il y a des territoires occupés. Est-ce que cela apparaît dans les préoccupations des États-Unis ? Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que jusqu'aux années 60, les Palestiniens sont déjà là et bien là, mais l'essentiel des revendications politiques, c'est plus de créer un grand État arabe qui engloberait la Palestine. La revendication d'un État palestinien spécifique, quels qu'en soient les contours, elle arrive plutôt vers le milieu des années 60, voire après la guerre des 6 jours. Donc, j'allais dire le premier regard des Américains, mais on pourrait presque dire des Occidentaux sur la question palestinienne, malheureusement entre guillemets, c'est plutôt à travers le terrorisme en fait. Ce qui renforce par contraste la sympathie par rapport à Israël, qui est donc perçue comme une démocratie, enfin ce qu'elle est, qui est perçue comme une démocratie, mais ça se renforce aussi par l'idée que l'armée d'Israël, elle est morale. Il y a un code d'éthique. C'est partiellement vrai, mais j'allais dire, la façon dont l'armée d'Israël se comporte est présentée comme moins, je ne sais pas trop quel terme employer, mais barbare ou violent ou brutal que le terrorisme. Donc, c'est pas avant au moins fin des années 70 ou début des années 80 que la question palestinienne, elle est perçue comme une problématique humanitaire et que finalement, à l'intérieur des chancelleries, on commence à se dire le droit qui est reconnu aux Juifs d'avoir le droit à leur autodétermination, s'il s'applique aux Juifs, il doit aussi s'appliquer aux Palestiniens. Ça arrive plus tard que les années 60. Maya Kandel, vous êtes l'autrice des États-Unis et le monde, de George Washington à Donald Trump, et puis de la première histoire du Trumpisme, parce que nous y sommes. Il y a deux choses. Il y a la géopolitique de cette réflexion qui peut s'écrire dans des cabinets. Et puis, il y a la perception par des populations de ces sujets-là. Au moment d'évoquer la relation privilégiée entre les États-Unis et Israël, déjà, moi, je note bien que c'est pas une relation innée et qui est en continu, c'est une construction. Est-elle au cœur des préoccupations ? Toujours la méfiance de l'effet loupe où on ne voit que ça, alors qu'en réalité, c'est très en marge des préoccupations. Ce qui est intéressant avec la crise de 73, c'est que c'est un moment politique très particulier aux États-Unis, parce que les États-Unis sont déjà, Nixon est déjà empêtré dans le Watergate. Au moment où la guerre commence, son vice-président vient de démissionner, Spiro Agnew, qui est mouillé encore dans une autre affaire, bref. Et c'est de notoriété publique que à ce moment-là, Nixon boit beaucoup tous les soirs, en gros, et pas très opérationnel. Et donc c'est vraiment un moment qui est vraiment géré par Kissinger. Et donc là, on a aussi cette influence de Kissinger. Par contre, c'est quand même un moment très dangereux et très aigu de la guerre froide. C'est une des fois où les États-Unis passent en alerte nucléaire, quand même, DEFCON 3, c'est pas rien. Et puis, il y a déjà, en fait, même si c'est la réaction des pays de l'OPEP et la crise pétrolière suit, en fait, c'est déjà une question qui est présente aux États-Unis et qui est importante pour les États-Unis. Mais surtout, en fait, cette guerre de 73, c'est le moment où le soutien américain à Israël est le plus spectaculaire, quand même, il me semble, jusqu'à la période contemporaine, avec ce pont aérien, etc. La demande d'une aide d'urgence au Congrès pour justement financer tout ça, qui est une aide conséquente, je n'ai pas le chiffre en tête, mais 2 milliards, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, donc ça, c'est débattu, c'est voté. Donc, alors que les États-Unis sont vraiment dans une crise de politique intérieure spectaculaire, Nixon démissionnera à l'été 74, c'est quand même une guerre qui est quand même très présente, Pour le coup, la guerre du Vietnam est en train de se terminer en quelque sorte. Le Congrès, là encore, c'est aussi un moment d'importance du Congrès qui vote, qui empêche en fait la poursuite de la guerre du Vietnam en ne votant plus les crédits pour la guerre. C'est un moment politique assez intense aux États-Unis, mais cette guerre est bien présente, d'autant plus que c'est un moment dangereux quand même pour Israël. Et à la fin des années 1970, pas très loin, en Iran, le Shah est renversé et
c'est un régime islamiste qui se met en place. Nous avons ici, avec la République islamique d'Iran, un changement du Moyen-Orient. Est-ce que cela entraîne un changement de la relation entre les États-Unis et Israël? Ou je vous le demande d'une autre manière, dans les années 1980, les choses changent-elles? Alors, c'est clairement un moment charnière parce que, comme vous l'aviez rappelé, en fait, l'Iran était un des 3 alliés principaux des États-Unis dans la région. Israël avait l'avantage d'être le plus stable et le plus fiable. Il n'y avait pas de question de politique intérieure du point de vue en Israël. En Iran, la révolution n'arrive qu'en 79, mais personne n'a d'illusion sur le fait que la dictature du Shah elle est extrêmement impopulaire, que donc le régime est fragile. Quand justement ce régime tombe, pour Israël, c'est, ça a des avantages et des inconvénients. D'abord, l'Iran faisait partie de ces pays de la théorie de la périphérie, c'est-à-dire que les stratèges et les diplomates israéliens s'étaient dit qu'il fallait qu'ils se trouvent des alliés, si possible non arabes ou non sunnites dans la région, qui leur permettraient de faire des alliances de contournement de leurs principaux ennemis, qui à l'époque sont, alors dans les années 70 c'est un peu moins vrai, mais l'Égypte et surtout la Syrie. Donc ces alliés, dont ce qui a été appelé la triade, c'était essentiellement la Turquie et l'Iran. Donc il y a eu des coopérations essentiellement dans le domaine du renseignement. Mais donc c'est quand même un allié important qui s'effondre et qui passe dans l'autre camp et qui, pas immédiatement mais assez vite, va devenir très très agressif à l'égard d'Israël. Donc ça, c'est un problème. Mais l'avantage, c'est que finalement, ça renforce la position d'Israël comme l'allié le plus fiable. Et c'est d'ailleurs au moment des années 70. Donc la guerre du Kippour, en fait, elle montre une chose, c'est que la première puissance militaire de la région, c'est Israël. Il y a plus de débat. Il y avait déjà plus trop de débats après 67, mais en tout cas après 73, c'est sûr. Et par Kissinger, dont Maya rappelait le rôle, lui, il l'interprète comme une façon de dire: maintenant, il n'y a plus de doute sur la puissance militaire israélienne. On va même la garantir en leur donnant ce qu'on appelle le Qualitative Military Edge, en anglais, qui s'appelle, alors là aussi, je ne veux pas trop savoir le traduire précisément, mais c'est en fait assurer qu'Israël disposera tout le temps des armes les plus modernes dans la région. Donc, en leur disant, nous, on vous garantit qu'on vous donnera toujours à vous nos armes les plus modernes et les plus perfectionnées. Ça, c'est une façon pour Kissinger de dire aux Israéliens: prenez le risque de rendre des territoires. Donc, avec l'Égypte, il y a la restitution du Sinaï, parce que ça, on l'a oublié, mais entre 67 et le milieu des années 70, Israël n'occupe pas seulement Gaza et la Cisjordanie et le Golan, il occupe aussi le Sinaï, ça doit faire 4 ou 5 fois la taille d'Israël. Donc, c'est parce que Israël est sûr du soutien américain, du soutien technologique américain, qu'il s'engage aussi dans les discussions avec l'Égypte. Et donc, pour en revenir à la chute de l'Iran, donc premièrement, ça renforce le rôle d'Israël, et deuxièmement, le fait que par les proxys, notamment le Hezbollah, l'Iran va entrer dans une forme de confrontation avec Israël. Pas qu'Israël ne soit pas partiellement responsable. L'invasion du Liban, c'est quand même le gros facteur de création du Hezbollah. Israël va pouvoir toujours agiter entre guillemets la menace de l'Iran, qui ça n'est pas que de la paranoïa, ou ce n'est pas que de la fiction. Il y a une réalité de cette menace. Mais déjà à ce moment-là, ils vont pouvoir dire: on a besoin de l'aide américaine, on a besoin des dernières technologies américaines, on a besoin d'être soutenu sur les autres plans parce que on a un ennemi. Ontologique à Téhéran avec le régime de l'ayatollah Khomeini. Parce que vient de dire David El-Kaïm, ça fait un peu écho à ce que vous disiez, Maya Kandel, que cette motivation d'une alliance privilégiée entre les États-Unis et Israël, dans le contexte de la guerre froide, elle est évidente, c'est éviter la propagation du communisme. Ça, c'est le point de vue des États-Unis. Mais quand, à la fin des années 1990, ce monde soviétique s'effondre, l'importance d'Israël demeure dès lors pour d'autres raisons. Alors, je voudrais quand même juste rappeler, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a une chose qui est absolument essentielle dans les années 70 et qui se confirme, qui s'entérine sous Reagan, et on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec Trump sans bien voir ça. C'est l'entrée en politique des évangéliques aux États-Unis, donc, et leur alliance avec le Parti républicain. Et ça, c'est un élément absolument fondamental parce que c'est lié aussi au mouvement des droits civils pendant les années 60. Mouvement qui va avec une opposition
aux États-Unis qui se structure dans les années 70, mais surtout une organisation politique d'un certain nombre de mouvements évangéliques. On avait déjà eu ça un peu pendant la guerre froide, pendant les premières décennies de la guerre froide, mais on a vraiment donc on a des personnages comme Jerry Falwell et Pat Robertson, qui sont ceux qui créent d'abord la majorité morale et la coalition chrétienne, qui va s'allier en fait au parti républicain. Et pour eux, ce sont les successeurs ou traduisent en politique ce sionisme chrétien que j'évoquais au début de l'émission. Mais pour eux, la défense d'Israël fait partie des intérêts vitaux des États-Unis. Et Reagan est le premier président républicain qui est élu notamment qui fait des déclarations très fortes sur la défense d'Israël pendant la campagne, qui est élu avec cette coalition chrétienne. Et en effet, on avait cette contradiction toujours pendant la guerre froide quand même sur est-ce que Israël ne risquait pas de devenir aussi un peu un handicap par rapport à l'importance du pétrole qui était quand même le premier intérêt vital des États-Unis dans la région, par rapport au fait d'avoir ces pays arabes dans le camp des États-Unis plutôt que dans le camp de l'Union soviétique. Le flottement à la fin des années 80, surtout dans la décennie 90, vis-à-vis d'Israël, il est très clair. Il n'y a plus ce prisme de la lutte contre le communisme comme ennemi existentiel. Et un des moments les plus durs dans la relation, en tout cas concernant l'aide économique notamment, c'est quand Bush père, en fait, conditionne contre vraiment l'avis unanime du Congrès. Il y a des propos politiques extrêmement violents contre lui, de son camp en particulier. Il conditionne l'aide américaine à Israël à un arrêt des colonisations. Puisque à ce moment-là, parce que ce qu'on avait aussi à la fin des années 70, c'est l'entrée en politique de la droite nationaliste israélienne, qui est évidemment un aspect clé aussi, parce qu'il y a des liens très étroits entre Begin, par exemple, et Falwell, cet évangélique dont je parlais, qui joue un rôle important dans la politique américaine. Et donc, et ce qui est important à ce moment-là, c'est, là encore, je parle de la politique intérieure américaine, mais c'est important parce que la décennie 90, c'est vraiment un moment de poids des déterminants intérieurs. En 1994, le Parti républicain reprend le Congrès pour la première fois depuis 1954, quand même, reprend les majorités dans les deux chambres. Et c'est là, par exemple, qu'est votée la résolution pour transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, que les présidents ne vont pas remplir jusqu'à Trump, qui là fait une nouvelle rupture et l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Moi, j'avais promis des clés pour comprendre la relation privilégiée entre les États-Unis et Israël. C'est un trousseau gigantesque que vous nous offrez, sachant que cette histoire demande sans cesse des approfondissements. Merci vivement à tous les deux d'avoir donné ici ces pistes de réflexion pour comprendre comment nous en sommes arrivés aujourd'hui. Maya Candel, je rappelle, la première histoire du Trumpisme, c'est chez Gallimard et David Elkaïm. Il y a votre histoire des guerres d'Israël chez Talandier, ou avec Éric Dénessé, les services secrets israéliens. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Merci. Le prochain épisode, monarchie du Golfe, la diplomatie noyée dans le pétrole. La Standard Oil New Jersey, qui est la première qu'on retrouve partout dans le monde, Esso, c'est cela. La Standard Oil a fait, je crois, un chiffre d'affaires considérable, 12 milliards 700 millions de dollars en 1965. Pour situer l'importance, cela représente l'équivalent du revenu national de la France. Une histoire de gros sous en 1966 dans le cours de l'histoire sur